Bonjour, aujourd'hui P The Builder invite Amadoun Sidibé. Voilà, salut Amadoun. Salut Papou, comment tu vas bien? Ça va très bien, Dieu merci, et toi-même? Ouais, ça va pépère gros. Content de t'avoir parmi nous. Je t'ai invité pour parler de toi, parler de ton parcours jusqu'à aujourd'hui, tes débuts jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, je te laisse la main pour te présenter et on démarre. D'accord, je me présente Amadoun Sidibé, donc j'ai 44 ans. Je suis le fondateur d'un événement qui s'appelle K54, donc le World Streetball Championship, c'est-à-dire le champion du monde du streetball qui se passe à Paris chaque année. Ça fait 15 ans donc, que j'organise cet événement. Je suis à côté de ça un producteur de musique, donc pas mal de petits jeunes talents en fait, français aujourd'hui. Et je suis reçu dans votre émission aujourd'hui, je suis très content d'être là. Yeah, c'est cool. Amadoun, c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi. On est des mêmes générations. C'est quelqu'un, moi, dans les tout débuts d'Amadoun, tu me confirmes, tu étais déjà entrepreneur. Pour moi, tu es entrepreneur depuis la source. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Enfin, sur pas mal de petits trucs, je sais que j'ai toujours eu un petit coup d'avance, c'est-à-dire que j'avais une vision vachement différente de la plupart de mes gars. Mais bon, tu me connais, Papou. J'allais aux États-Unis très tôt. Voilà, mon truc, c'était de ramener de la sape. Quand j'avais 16, 17 ans, 18 ans, j'allais tout le temps, toutes les vacances scolaires, en même temps, à côté de mes études. J'allais aux États-Unis, donc chercher de la sape, tous les trucs qui faisaient rêver les jeunes sur la place parisienne, moi j'allais les acheter et puis je les vendais. J'avais une grande communauté hip-hop sur Paris qui m'achetait pas mal de sape, et puis ça m'a permis très jeune d'être un entrepreneur, déjà et puis de connaître l'importance du travail. C'est exactement ça. Il y a plusieurs chemins. Il y a plusieurs chemins qu'on peut prendre. Il y en a, ils prennent les conneries. Il y en a, ils vont être structurés sur l'école. Il y en a, ils arrivent à faire les deux en même temps. Amadoun fait partie de ces gens qui, très jeunes, ont compris le sens du business, entre guillemets, de celui du vêtement ou autre. C'est de l'import-export aussi. Il a commencé comme ça. Je tiens à préciser ce petit détail parce qu'il est hyper important dans ton parcours. C'est ce qui a régi après tout ce qui est arrivé après, quoi. Absolument, absolument. Après, le truc, c'est quoi? C'est que, comme tu disais, il y a des gens qui prennent le chemin des conneries et tout ça, mais après, moi, je pars du principe que beaucoup aussi, c'est nos éducations. Tu vois ce que je veux dire? Papou, on connaît nos parents respectifs, tu vois, et on sait que, voilà, on avait quand même assez peur de nos parents, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est plus ça aussi qui nous a amenés dans le droit chemin, je pense. Voilà, et puis en tant qu'aîné, pour moi, c'était vachement important plutôt de faire plaisir à mon père qui comptait beaucoup sur moi, plutôt de partir dans un chemin qui était le plus droit possible, tout en remarquant que finalement, entre mes potes qui étaient sur le terrain, qui vendaient ce qu'ils avaient à vendre, et moi qui vendais mes sapes, tu vois, non, j'étais pas plus mal loti, donc finalement je me disais tant qu'à faire, autant vendre des sapes et pas avoir de problème, quoi. Et je suis tout à fait d'accord. J'avais plus ou moins le même parcours que toi, en moins gros, mais je suis d'accord avec ce que tu dis là. Ça t'a permis d'ouvrir les yeux, voir les States, être présent là-bas. Ça t'a permis de maîtriser la langue. Absolument. Ouais, après moi, tu connais, j'ai toujours été très... En fait, c'est là où je me dis que il y a une différence entre les jeunes d'aujourd'hui de France et nous. Ce que je veux dire, quand je vais pousser sur le sujet, c'est le côté exemple. Voilà, notre génération, tous les exemples de personnes de quartier ou bien de gens de race noire ou quoi que ce soit, tous nos exemples sont des gens forcément d'origine américaine ou anglo-saxonne, tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'on n'en avait tout simplement pas ici, je veux dire. Choc de génération, c'est-à-dire que nos parents, pour eux, c'est l'école et c'est tout, en fait. Et encore, pour certains même, tu vois, ils voyaient même pas l'utilité de l'école, parce qu'ils imaginaient plutôt qu'ils allaient peut-être reprendre leur famille un jour et rentrer au bled, tu vois ce que je veux dire? Mais malheureusement, voilà, ou heureusement, tu me diras, on a grandi ici, on a décidé de rester ici. Alors on a notre double culture et puis on essaie de la gérer au mieux possible. Mais nous, on fait partie d'une triple culture. Parce que c'est la française par rapport à notre naissance, l'africaine et l'américaine. On est de la culture afro-américaine. Absolument. Toutes nos références, elles sont ricaines. C'est pour ça que ça nous a permis de se décupler, quoi, de décupler les forces. C'est clair. Non, je suis d'accord avec toi. Après, c'est toujours ce qu'on dit, c'est-à-dire que nos exemples sont souvent anglo-saxons américains, mais après, il y a aussi le truc là où il faut... Moi, j'ai toujours été... Je sais ce qu'on prend au State et ce qu'on prend pas aussi. Exactement. Voilà, c'est toujours le même. Ouais. Voilà, la culture américaine, elle est mortelle, mais il y a beaucoup de choses aussi qui sont hyper négatives
qu'on retrouve pas chez nous, tu vois, non? Et voilà, après, de toute façon, comme je dis souvent, cette vie, c'est un petit labyrinthe, et après, c'est à toi de trouver ta petite sortie. Petite voie. Voilà, exactement. Pour les ricains, c'est le just do it, la partie business. La partie, je m'en fous de qui tu es, fais-moi voir ce que tu sais faire. Absolument. Si t'es bon, on peut y aller, il y a des chances. C'est ce c'est ce qu'ils appellent American Dream, tu vois, non? Et c'est réel, parce qu'en vrai, on va dire que, entre guillemets, on te juge sur tes compétences. Voilà, sur tes compétences. Tandis qu'en France, on te juge sur tes diplômes ou sur si t'es bien servi, quoi. Ouais, après, je pense que la France, déjà, ça a pas mal changé. Tu vois ce que je veux dire, que c'est sûr que, de toutes les façons, on est obligé de te juger sur tes diplômes. Au bout d'un moment, je veux dire, faut penser aussi à tous ces gens qui font des études pendant des années, tu vois ce que je veux dire, aussi. Et qui ont aussi des rêves, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est ce que j'explique aussi souvent aux gens, c'est que faire des études, c'est un sacrifice. Quand je dis c'est un sacrifice, tout le monde dit on n'a pas la chance de faire des études, mais il faut avoir l'envie, avoir le cœur pour faire les études, parce que c'est fatigant en vrai, les études. Tu vois, tu gagnes pas d'argent, entre guillemets, t'es pas autonome en réalité, et je veux dire, c'est pas facile, tu vois. Et puis sortir d'une école et puis qu'on te dise ouais, ben non, tu vas pas trouver de boulot, tu vois, parce que c'est un petit peu difficile. De toutes les façons, c'est toujours une histoire de position. Moi, je pense que en dehors des compétences, c'est sûr que les diplômes, bah forcément, ils doivent. De toute façon, il y a des métiers sur lesquels, si t'as pas le diplôme, au moins c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense que c'est tout ce qui est dans l'artistique, un petit peu. Et puis bon, après, comme on dit souvent, c'est les deux mondes. T'as les gens aussi d'un côté qui n'ont pas fait d'études, mais qui sont performants, à qui il faut donner la chance, mais il faut qu'ils comprennent. Moi, je suis d'accord, en fait, qu'ils disent qu'il faut qu'ils commencent plus bas de l'échelle que celui qui a fait des études, parce que celui qui a fait des études a déjà fait des sacrifices. Et ça, moi, je respecte les gens qui font des études parce que c'est vachement important. C'est ce que je prône auprès de mes enfants au quotidien. Allez à l'école, vous inquiétez pas, moi, je vais vous apprendre d'autres choses sur le côté. Mais allez à l'école. Alors, tu vois, tu peux pas aussi dire oui, non, mais attends, parce que lui, il a tel diplôme, il passe avant moi. Bah ouais, frère, c'est aussi par ça aussi qu'on se différencie aujourd'hui, par les diplômes. Et on va pas négliger l'école parce qu'en fait, je vois que ces derniers temps, les gens, comment dire, le discours que j'entends actuellement, c'est beaucoup, ouais, on n'a pas besoin d'aller à l'école, tu vois, non? T'as vu, on peut s'en sortir. Ben non, frère, parce qu'en fait, l'école va t'apprendre le côté structuré, tu vois. Et même moi, je peux dire que 70% des choses que j'ai apprises à l'école aujourd'hui, je m'en sers pas au quotidien, c'est pas vrai. Parce qu'en vérité, la façon dont on m'a appris la rigueur à l'école et la façon de penser, tu vois ce que je veux dire, eh ben ça me permet, ça se répercute au quotidien tous les jours, mais tu ne le sais pas, c'est tout. Tu le ressens pas peut-être. Ouais, exactement. J'aime beaucoup ce que tu dis, ça permet aussi de resituer l'école, qui pour moi a la même importance que celle que tu dis, et tout en étant conscient que c'est un formatage pour te ramener là où la société veut t'emmener. Donc c'est à toi de prendre ce qu'il y a à apprendre dans l'école, de bon, et après d'aller faire ce que tu aimes ou ce que tu veux faire. Absolument. À ta sauce. Mais effectivement, j'ai fait de l'entrepreneuriat, j'ai fait BEP, Bac Pro, comptabilité, gestion. Ça me sert dans ma vie de tous les jours. Donc voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec ça. En parallèle, là je reprends où on en était. T'évolues, très jeune, Amadoun il fait du bruit dans le 9-4 parce qu'il va à New York, il ramène des sapes, on est au début d'un mouvement qui est le hip-hop, on prend tous notre énergie là-dedans, en même temps ça va au Mali en vacances avec la famille, ça apprend ce qu'il y a à apprendre au niveau culturel et affection du pays. On connaît nos noms de famille, on sait où on va, on connaît aussi nos quartiers. En parallèle, t'es un passionné. Moi, Amadoun, plus jeune, quand je le voyais, c'était rarement hors d'un terrain de basket. Non, c'est clair. Après, moi, mon histoire vis-à-vis du basket, et je pense que Papou, en fait, tu vois, je fais un podcast pour Jordan la semaine prochaine pour le lancement de ma collection, mais je pense que je vais te donner l'exclu aujourd'hui. C'est une histoire, en fait, que la plupart des gens connaissent pas. En fait, ils connaissent vraiment pas, en vérité, mon rapport avec cette histoire de Jordan. C'est important, je vais la raconter aujourd'hui et on l'entendra aussi la semaine prochaine. C'est qu'en fait, moi, mon premier voyage à New York, c'est 89 et moi j'ai connu Michael Jordan en 91, donc quand j'étais en vacances à New York chez mon oncle en fait qui était donc consul de Guinée là-bas, donc à l'ambassade de Guinée et en fait moi, je connaissais pas du tout le basketball, en fait. J'avais été en 89, 90, mais tu vois, quand on était plus jeune, les vacances scolaires, tu te rappelles, c'était début juin. Donc, très tôt, on partait en vacances. Ouais. Et je suis parti donc en 91. Et je suis arrivé, c'était pendant les finales NBA. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de m'embrouiller avec mon frère Noumouké, donc dans la chambre.
Et mon oncle regardait le basket, tu vois ce que je veux dire. Et c'est un truc que ça va me marquer à vie. Parce qu'en fait, comme il nous a entendu nous a prié, il a crié, il a dit venez ici, tu vois, assieds-toi ici. Et toi, il en a mis un, il a mis mon frère à sa droite et moi à sa gauche. Et il nous a obligés à regarder le match. Il a dit regarder parce que lui c'était un passionné de basketball. Et on commence à regarder le match et puis je vois qu'il est excité. Tu sais, quand t'es jeune et que tu vois tes oncles qui sont excités par rapport à ce qui se passe là, tu dis mais il y a un truc, tu vois. Et c'était un gros match en fait. C'est là, il m'a dit regarde, tu vois ce monsieur là, tu vois le noir là, Michael Jordan là, c'est le meilleur joueur de basket au monde là. Lui il est trop fort. Et tu vois, et qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, tous les jours, je me suis assis à côté de lui. J'ai regardé les matchs parce que j'ai commencé à kiffer. J'ai commencé à kiffer et son fils, donc son premier fils, avait à ce moment-là un correspondant, tu te rappelles, des écoles, qui venait de l'État du Michigan, tu vois, et qui s'appelait Jérémy, qui lui aussi jouait au basket. Donc lui, en fait, il regardait avec nous, mais lui, il connaissait déjà tout, quoi, tu vois. Et tu connais, quand t'es petit comme ça, t'es fan des quinries et tout, tu dis, ah non, mais ça doit être lourd le basket, non. On va dehors, lui, il sait jouer au basket. Donc nous, on commence à jouer. Et là, quand je rentre à Paris, je m'inscris au basket. Ok, ta passion, elle démarre comme ça. Elle démarre comme ça, en fait. Je m'inscris, ma mère me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Et puis, comme j'ai kiffé le basket aux States, je m'inscris en club. C'est là que j'ai commencé. Ok. Et donc, les années sont passées, petit à petit, et mon oncle en question, qui lui était marié à ma tante, donc s'est séparé de sa femme. Ils ont eu de gros soucis, ils sont séparés, et puis donc 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, tu vois, étant donné que moi, je veux dire que c'était ma tante qui était mariée à mon oncle, donc je n'avais pas de rapport direct lien, avec lui, de lien direct avec lui. Il y a 2 ans, en fait, ma tante et lui se sont reparlés et j'ai vu qu'elle était hyper heureuse. Je lui ai dit, en tout cas, je vais lui dire quelque chose parce qu'en fait, il n'en sera jamais conscient si je lui dis pas. Et puis je me dis que des fois, c'est vachement important de dire les choses aux gens parce que les gens sont très mauvais en communication aujourd'hui. Quand je parle de communication, c'est que, tu sais, des fois, les gens se laissent beaucoup dépasser par les émotions et ne savent plus faire la part des choses. Or, la réalité aujourd'hui, on est vachement conditionnés tous par nos émotions et il faut savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon et ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. C'est-à-dire que 2 personnes qui sont fâchées, ça ne t'empêche pas de lui dire ce que cette personne t'a apporté. Parce qu'en réalité, moi, j'étais un enfant quand ils sont séparés. Je veux dire, c'est pas mes problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'empêche pas de le remercier. Parce que je suis persuadé aujourd'hui que quand je revois en fait le fait que je m'embrouille avec mon frère dans la chambre qui me disent viens t'asseoir, regarde, et que j'ai été forcé de regarder entre guillemets et qu'après finalement j'ai pris goût parce que c'est cool en fait parce que tu vois. Grave. Et je sais que tu sais dans la vie en fait il y a des moments charnières, tu comprends ce que je veux dire? Il y a des moments en fait il y a des choses qui se passent, tu sais pas que ça va conditionner tout le reste de ta vie. Et donc moi le basket, bon tu connais, c'est ma vie et je lui ai écrit un mot, en fait, donc par mail, tu vois. Donc, j'ai demandé à ma tante, donne-moi son mail. Je lui ai écrit un long mail en lui disant que je le remerciais, en fait, de m'avoir fait découvrir le basket, parce qu'aujourd'hui, j'étais l'une des égéries de Jordan, tu comprends, et qu'il n'est pas conscient, en fait, que le fait que ce jour-là, parce que lui, quand j'en ai parlé, ça paraît un peu abstrait, parce que pour moi, c'est un moment fort. Parce que je me fais engueuler par mon oncle, donc t'as peur, tu vois. Donc peut-être t'as des moments là où tu t'es fait engueuler par tes parents, mais eux, ils ont oublié parce qu'ils t'ont engueulé tellement de fois qu'ils se rappellent même plus, tu vois. Et quand je lui ai envoyé ce mail, il m'a appelé direct. Et il m'a dit, tu sais, franchement, il m'a dit, dans toute ma vie, on m'a jamais dit ça. Tu vois, il m'a dit, moi, je savais pas que t'étais avec Jordan, j'avais pas entendu parler de tout ça, tu vois. Et puis, il a vu mes photos avec lui et tout, il a dit, mais c'est incroyable. Et tu sais, lui, en plus, bon, il a décroché avec les années. Il a dû faire un... Ouais, il a recalculé et je lui ai dit que je le remerciais parce qu'en fait, si tu m'avais pas assis dans ce salon-là, moi, je saurais pas, quoi, tu vois. Et alors, il m'a dit, mais comment ça s'est passé? Je lui ai dit, écoute, t'as vu, je sais même pas, en fait, tu vois. C'est l'histoire. C'est l'histoire, j'ai dit, je le sais, mais en vrai, tu pourrais refaire la même histoire que moi 100 fois. J'ai envie de te dire, je suis même pas sûr que ça passerait, tu vois ce que je veux dire. Voilà, même 1000 fois. Ouais, ça se reproduira pas. Voilà, je pense que c'était le timing dans lequel je l'ai fait, le fait que j'avais cette double culture que les Quinries m'aiment bien, je sais en règle générale, quand ils me voient, ils me disent, ah ouais, d'accord, toi t'es de France, on voit ton délire dans lequel tu es, que le directeur de marketing de Jordan qui soit mon mentor aussi aujourd'hui, parce que c'est lui qui m'a signé mon premier contrat, tu vois, et peut-être ma vision, en fait, de vouloir faire les choses pas pour m'amuser, mais en fait, de prendre un truc en fait, qui est en réalité un amusement, c'est ce que je veux dire, un tournoi de basket, mais le professionnaliser au point de le rendre comme une vraie plateforme marketing et puis
un truc authentique, quoi, tu vois. C'est une vraie plateforme marketing. Ouais. Je vais noter le petit détail que tu donnes, c'est qu'en le remerciant, tu te fais du bien aussi, parce que tu remercies quelqu'un qui t'a apporté quelque chose et tu lui donnes l'information, et c'est important parce que les gens, comme tu dis, ils ont des problèmes de communication et ils savent pas aussi remercier ou accepter tout simplement des choses qu'on a pu leur donner ou que eux ont pu donner. Donc absolument. Tu lui rends la monnaie, et ça c'est important. Après même, et puis même, je pense vraiment qu'il y a un truc qui est vachement important pour moi, c'est, tu sais, je trouve que c'est triste d'avoir fait tout par tout seul. Tu comprends ce que je veux dire, tout seul. Que tu dises, ouais, à un moment dans ta vie, tu n'as pas juste rencontré quelqu'un qui t'a donné, ne serait-ce même que te donner la lumière, en fait. Tu comprends ce que je veux dire, pour te dire, ah tiens, quand il a dit ce mot-là, ça m'a donné telle idée. Tu comprends ce que je veux dire. Ah ouais, et que finalement, il y a toujours un point de départ. Mais ce point de départ, encore, il faut en être conscient. Oui, il faut en être conscient. C'est ça le truc, en fait, tu vois. Et moi, je sais, quand il est ce point, et pour moi, c'est important dans mon histoire, parce que quand je lui dis, il le voit aussi. Il le comprend, parce que cette année, c'est en 91. Il y a des faits par la suite. Exactement, il y a des faits, et je lui dis, et quand moi je lui dis, il se rend compte que vraiment pour moi c'est important, parce qu'en fait il sait, quand il se rappelle qu'on était dans le salon, tu vois, et qu'on regardait les matchs, parce que lui c'était, alors que ce soit 91, 92, peut-être il se rappelle pas, mais moi je sais que c'est 91, parce que bon, par rapport à mon âge, je sais que j'ai 16 ans et puis que j'y suis, quoi, tu vois. En fait, moi je me refuse en fait de pas remercier les gens à un moment ou à un autre, tu vois, un petit truc, tu vois, ça fait juste plaisir, tu vois. Ça mange pas de pain, comme on dit. Ça mange pas de pain. Déjà, moi, à titre personnel, ça me fait du bien, parce que je pense que la personne, elle se dit, ok, Amadoun, il m'a dit merci pour ça. Donc, après, connaissant mon caractère, les gens savent que si je dis merci, c'est que vraiment je le pense. Et deuxième chose, en vrai, aujourd'hui, le monde est difficile, tu comprends ce que je veux dire. Et au quotidien, la négativité prend beaucoup le dessus. Tu comprends ce que je veux dire. Aujourd'hui, je vis bien. Je ne vais pas me faire comme si j'ai les plus gros problèmes du monde. Tu vois, cette période de corona, je vois beaucoup de gens qui souffrent, tu vois, non, qui était difficile. Bon, moi, j'ai perdu mon père il y a 3 mois. Donc, ce qui a fait que j'ai passé le confinement avec ma mère, je suis resté avec elle. Mais ma vie au quotidien, tu vois, je ne suis plus en train de me poser la question comment on va faire ci, comment on va faire ça. Je peux m'occuper de ma mère, je peux m'occuper de mes enfants, tu vois, non. Et c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Tu vois ce que je veux dire, ils peuvent partir en vacances, ils peuvent manger correctement, voilà. Et pour moi, en fait, je remercie juste le bon Dieu. Et je remercie tous les gens qui m'ont aidé aussi, tout au long de mon parcours, parce que tu vois, le fait d'avoir rencontré Thibaut, le fait que Mokobe ait pris le micro sur le premier événement pour s'amuser, tu vois ce que je veux dire, et qu'il soit aujourd'hui l'animateur de l'événement. Tu vois, toutes ces choses-là, c'est pas que Almami Kanouté, quand Almami Kanouté il est là, il me dit, moi, j'aime bien ce que tu fais, je veux être avec toi, et qu'aujourd'hui, c'est lui le chef de tout le staff. Tu comprends ce que je veux dire? Que Ama, un gars de Créteil, tu vois dire, tous ces gens-là qui sont autour de toi, mais en fait, et tous les frères de la mafia qui sont venus, de la mafia Quinfri qui sont venus pour le premier événement juste pour me donner la force, tu vois. Ou Bouba qui me dit Amadoun, viens, on fait un morceau K54. T'as compris ce que je veux dire? Quand je lui en parle, qui me dit ah ouais, mortel, et il me dit ouais, vas-y. Et puis il y a Oxmo, il y a Bouba, il y a tous les rappeurs de l'époque qui font, tu vois. Tous ces gens-là, en fait, ils ont participé à l'évolution du truc, tu veux dire, par leur présence et par toutes les petites choses qu'on a faites à droite à gauche qui ont légitimé donc ce que je fais, quoi. Et on remercie tous ces gens-là. Je mets une petite parenthèse et je dis paix à l'âme de ton père. Merci que la terre lui soit légère. C'était une personnalité importante, un proche aussi de mon père. Et il est parti avec des secrets. Ouais. Il est parti avec beaucoup de secrets que malheureusement pour moi, pour le coup, je ne saurais sans doute jamais aujourd'hui, à part s'il a transmis ça à ses enfants. Je pense à Noumouké par la suite. Voilà, je referme cette parenthèse. On est dans la passion, on est dans le basket. Je m'inscris, je joue. Les gars autour de moi, j'ai un gros environnement, je me déplace, je connais beaucoup de monde. En même temps, je continue de faire mon business en parallèle de vêtements. Et à quel moment l'idée du premier quai arrive? À quel moment? Alors, déjà, c'est quand j'ai commencé, il y a un moment, j'ai commencé à arrêter de vendre de la sape. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'en fait, ça devenait déjà, comment dire, j'aspirais à d'autres choses. Tu vois, tu l'as fait pendant 6-7 ans, tu étais jeune, tu as fait de l'argent comme ça, mais je voulais pas être non plus,
Je veux dire, juste un gars qui fait son petit business de sap toute sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Ça marche un temps. Et je sais que c'était un business qui était générationnel du fait que j'étais avant-gardiste sur le fait d'aller aux États-Unis tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Mais tout ça allait finir, tout le monde allait grandir et que forcément, être dans le coup, dans ce genre de choses-là, après, je préfère laisser ça aux jeunes. Donc après, j'ai commencé à travailler à Paris Expo, donc comment s'appelle, à Porte de Versailles. Et j'ai bossé là-bas pendant 8 mois. Et après, j'ai été donc à la BNP, mais j'avais trop de problèmes de la subordination. Et puis même, en fait, les gens avec qui je travaillais, je veux dire, j'étais vraiment trop déconnecté. Le problème, c'est que quand très tôt aussi, tu as commencé à toucher des thunes sans en plus avoir de patron, et puis en vrai de vrai, quand tu as l'impression de regarder des gars à côté de toi qui sont moins forts que toi, c'est difficile au quotidien. Tu vois, voilà, donc je pense que si j'avais commencé comme ça, c'est que je devais continuer comme ça en réalité, mais trouver juste... alors les gens me disaient, mais pourquoi tu n'ouvres pas un shop? Non, j'ai dit, mais en fait, ça c'est à la portée de tout le monde d'ouvrir un shop. En vérité, tu as un petit peu de thunes, si tu as un petit peu un bon commerçant, ça va marcher. Tu comprends ce que je veux dire? Et puis, j'ai dit, j'aurais rien créé, je serais juste un parmi les autres, tu vois, non? Et je sais pas, je vais trouver, un jour je trouverai ma voie. Et ce qui s'est passé, c'est que, donc, après, très régulièrement, en fait, les événements de Nike qui m'appelaient, par rapport à mon réseau, par rapport à tout le basket qui savait. Ça a commencé avant même le premier tournoi. Ça a commencé avant le premier tournoi. Okay. Voilà, et il y a eu un gros événement pour Tony Parker qui avait été fait à la Défense en 2001, tu vois, non, et ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Amadou, aide-nous. 2002 et 2003, je leur ai dit, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Moi, je vais commencer mon propre événement. Ils m'ont dit, ah ouais, qu'est-ce que tu veux faire et tout. Je dis, je veux faire mon propre tournoi de basket. Parce qu'en fait, nous, on a un lieu dans le 13e arrondissement qui s'appelle la Halle Carpentier, là où, en fait, tous les pros et les amateurs de basket, tu vois, mais des amateurs d'un certain niveau, bien sûr, tu vois, se mélangent l'été et on joue pendant un mois non-stop, tu vois, tous les jours. Et moi, on m'avait donné un terrain. On avait dit, bon, écoute, ça, c'est votre terrain à vous, parce que les pros ne voulaient pas se mélanger avec tout le monde, tu vois. Et ce qui s'est passé, un jour, je regarde comme ça, je dis, mais vas-y, c'est relou, en fait, on est toujours enfermés, parce qu'en fait, il y avait plein de gens qui venaient de province pour venir regarder. Qui disaient, ah ouais, parce que là-bas, ça joue, c'était le nom, il était fort, quoi, tu vois. Et les gens disaient, il faut qu'on aille regarder là-bas comment. Et puis après, tu vois, t'as des gars de Nantes, t'as des gars de Marseille, t'as des Belges qui disent qu'ils veulent venir à Carpentier. Taper un bon game, quoi. Donc, qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai dit, mais un jour, j'ai dit aux gars, mais pourquoi on fait pas un tournoi même? Et ils ont dit, bah, vas-y, fais, tenons, nous, on te suit, quoi, tu vois. Et j'ai dit, ok. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que je me suis préparé, j'ai dit OK. Et on a eu la chance, j'ai eu la chance de pouvoir, rentrer en contact avec la ville de Levallois, qui, elle, venait de construire un playground. Mais il était tellement beau. C'était incroyable. Je me rappelle, j'étais là. Voilà, tu vois. Là, le terrain, il était tellement beau. Pour nous, c'était l'Amérique, en fait, qu'ils avaient fait à l'époque. Un terrain avec des plexiglas et tout, truc que tu n'avais jamais vu. Et ils nous ont dit, OK, on vous passe le terrain pour faire votre événement. J'ai dit, j'ai besoin d'une journée, s'il vous plaît. J'ai appelé tout le monde. On a fait 16 équipes. Et j'ai dit, donc en l'occurrence, Ama qui est venu, qui a ramené toute la sono. Mon pote Lee, à l'époque, à qui j'ai dit, bah écoute, t'as vu, on va faire des grillades, les gens, s'ils veulent manger et tout. Et c'est le même été 2003, l'été de la canicule. OK. Là où il y a eu beaucoup de morts et tout. Et le lundi, mardi, quand je regarde la météo, on nous dit ouais que ce week-end il va faire trop chaud, il faut faire attention. Donc ma mère elle me dit oui, tu veux faire ton tournoi de basket là sous le soleil là, mais il faut pas que les gens, tu vois. Et entre temps la météo change, donc c'est bien positif. On dit qu'on est bien, donc on continue. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. On avait des téléphones bien sûr, mais pas les réseaux. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que à la base il y avait 160 joueurs, donc 16 équipes de 10 joueurs, plus le staff, peut-être 15 personnes, 20 personnes. Et puis notre ambiance, on s'est retrouvé avec 1200 personnes. Le premier quai. Ah ouais, il y a eu 1200 personnes qui sont passées en rotation. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le monde appelait tout le monde en disant on est là-bas. On est là, viens, tu vas voir, c'est lourd, viens voir, c'est lourd. Et à ce jour-là, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais appelé le directeur marketing de Nike de l'époque, de Nike France, que j'avais appelé. Je lui avais dit, bah écoute, quand je bosse avec vous, viens voir ce que moi je fais. Et lui, il a regardé le truc, il a dit, mais en fait, moi, j'ai plus la peine, en fait. J'ai dit, de quoi? Il me fait, non, mais moi, je vais plus rien faire. Je préfère qu'on trouve un terrain d'entente, Amadoun. Il me dit, c'est toi, tu as tous les baskeurs, tous les gars qui sont forts, tous les trucs qu'on essaie de faire, c'est ton réseau. OK. Et ils ont dit, ça sert à rien, en fait, que autant qu'on trouve un terrain d'entente. Ton impact de réseau, ton impact de monde a fait qu'il a tout de suite voulu dealer avec toi. Non, il a regardé, il a dit, mais en fait, moi, c'est ça que je préfère sponsoriser, c'est la vérité. Il a dit, c'est authentique, ça. Tu vois, il a kiffé. Okay. Il a dit, moi, je veux me mettre sur cet événement. Comment on fait?
Alors là, tu vois, moi, c'est un peu nouveau pour moi parce que là, je rentre dans un truc business, tu vois, non? Et il y a une règle que moi, j'ai toujours su, c'est que dans la vie, quand tu connais pas, tu t'entoures des bonnes personnes. C'est ça. Donc, en l'occurrence, Thibaut de Longeville, qui était là à l'époque, lui, il bossait déjà beaucoup avec NEC, mais on bossait lui et moi ensemble. Il me dit, ouais, on va regarder, qu'est-ce qu'on peut faire, nanana. Et je dis, oh, écoute, non, en fait, on va pas se prendre la tête, je vais prendre un avocat. Je veux savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Et ils me disent, ouais, il me dit, ouais, comment tu veux qu'on fonctionne? Je leur dis, non, moi, j'ai juste besoin des maillots, des baskets et tout pour pouvoir comment dire, organiser l'événement de façon à faire plaisir aux joueurs, quoi, tu vois. Ils m'ont donné des maillots, ils m'ont tout donné, tac, tac, tac. Et puis, ils m'ont donné un petit chèque de 25 000 € à l'époque, tu vois, non? Pour moi, c'était énorme, tu vois. Ils m'ont dit, voilà, et puis moi, et là, j'ai dit, OK, bon, là, tu as 25 000 € à l'époque. Et j'ai dit, ouais, c'est beaucoup d'argent pour un tournoi de basket, tu vois, non? Tu dis, pour moi, en fait, je ne voyais pas la valeur de ça. Et puis, je me dis bon, ben, je prends les 25 000, là, je vais tout mettre dans l'événement. Et les autres, ils me regardent, mais comment ça? Non, je dis, non. Je dis, j'en ai rien à foutre des 25 000, là. Je dis, il faut que je crée un autre truc. Il faut qu'on crée un vrai engouement. Et c'est là que j'ai commencé, tu vois, à mettre les tribunes tout de suite. Okay, c'était que de l'investissement. Je disais, il faut que tu investisses, en fait. J'avais toujours mon petit business à côté, je faisais toujours mon oseille. Donc je me suis dit, il faut que ça soit de travail avec l'argent qu'on te donne pour faire évoluer ta propre marque. Pourquoi? Parce que les gens me demandent souvent pourquoi on dit quai 54, tu vois. Ben, je leur dis, en fait, l'adresse du terrain de basket de Levallois, donc qu'on a fait le premier, c'était 54 quai Michelet. Tu vois. Et les gens, ils me disaient, ouais, non, viens, on fait streetball, je sais pas quoi. J'ai dit, non, moi je veux un nom qui soit super français, comme Yuji Yamamoto, par exemple, tu vois ce que je veux dire, qui garde son authenticité. Il faut, justement, c'est par la différenciation de noms que je dis, si ça marche, vous inquiétez pas, les gens, ils essaieront de savoir ce que c'est. Donc j'ai gardé Quai et j'ai gardé 54, j'ai fait un jeu de mots avec et j'ai enlevé le Michelet. T'as compris ce que je veux dire? Normal. Et après, c'est rentré dans la tête des gens, c'est devenu ce que c'est devenu, quoi, tu vois. Le Quai 54. Exactement. Donc, très rapidement, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie demande, en fait, que les gens, que la communauté basket française et parisienne, tu vois, elle attendait que ça, en fait, tu vois. Il y avait une vraie demande. On est une génération, on est une société de footballeurs. Exactement. Dont moi je fais partie. Et quand le Quai il est arrivé, et ben oui, on a vu que la communauté de basket existait, elle était puissante et elle avait un besoin. Tu es venu dans un espace où il y avait un besoin, un réel besoin. Il y a une autre chose à noter d'assez importante dans ce qu'il dit, c'est t'as instinctivement tout de suite compris qu'il fallait bien t'entourer, ce qui est rare. Beaucoup s'entourent d'abord des potes ou des plus proches, pas forcément pour faire plaisir aux potes, mais parce que ce sont tout simplement les plus proches. Toi, les plus accessibles. Les plus accessibles. Toi, tu es vraiment parti chercher les personnes que tu penses qui te correspondaient à ce moment-là. C'est pour ça que je dis au début que l'entrepreneuriat, pour certains, c'est inné. Et je pense réellement que tu en fais partie, parce que ça, c'est un réflexe. Boum, je fais un truc, ça va être gros, j'ai un chèque, j'ai de l'argent, oula. Les gars, faut faire un truc encore plus lourd. Donc, marketing, développement. Oula, mais j'ai pas les compétences. Attends, j'ai un pote à gauche, j'ai un pote à droite qui sait faire ceci, cela, et je les appelle. Je me rappelle parce que même moi j'ai reçu mon coup de fil. Papou, comment t'as fait tes t-shirts là? Je dois en faire moi aussi là. Explique-moi. Ok, bah j'ai fait comme ça. Ok, merci gros, on se rappelle. Et boum. Donc je tiens à le préciser pour les gens qui nous écoutent qu'il y a un vrai travail de réflexion derrière tout ce que tu as développé. Ouais. En fait, le truc c'est quoi? C'est que c'est pas l'un ou l'autre. Et c'est là où c'est important ce que tu dis, Papou. Il y a tes amis, les gens avec qui tu es au quotidien, tu vois, et il y a les gens qui ne le sont pas, d'accord, enfin, qui sont des gens que tu connais. Ouais. En fait, ce que j'explique aux gens, les gens pensent que c'est ou tes amis ou pas tes amis. Non. Ce qui est faux. C'est utopique. Fais les choses intelligemment, c'est-à-dire tes amis, mets-les là où tu penses qu'ils sont bons. Que même si, en fait, il y a une erreur, il n'y aura pas d'incidence sur ce que tu es en train de faire. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, juste place-les pour pas aussi qu'ils se sentent exclus parce que ce sont tes amis. Et quand ils sont là avec toi au début, bah, il faut c'est à toi de valoriser ton équipe. Tu dois les positionner là où tu penses qu'ils sont les plus forts. Et surtout, là où je pense que je sais qu'ils vont être forts, et la preuve. C'est-à-dire qu'en vrai de vrai, en 15 ans, mon équipe, elle n'a pas changé. Elle a fait qu'évoluer. Oui. Mais elle n'a pas changé. Quand je dis elle n'a pas changé d'un poil.
pas changé du tout. Pourquoi? Parce que déjà, Thibaut, il a la même place. Saïd a la même place. Almami, Ama ont la même place. C'est-à-dire que Almami, il fait de la politique, mais c'est aussi un homme de terrain avec les jeunes de communication. C'est lui qui s'occupe du staff. En fait, ça part logique. Ça paraît tu vois ce que je veux dire? logique. Je veux dire, s'il y a pas de, tu le mets là. Et c'est un passionné de basket de base. Voilà, et c'est un passionné de basket. Donc, les gars, ils ont tous Ama a travaillé à la mairie de Bonneuil. Quand il travaillait, on va dire, à la mairie de Bonneuil, lui, il s'occupait aussi des jeunes, tu vois, non? Donc, j'ai envie de dire, mais quoi de mieux que ces gens-là pour s'occuper des jeunes du staff qui vont bosser sur le quai 54. Ils sauront leur parler, communiquer avec eux, ils auront une patience que moi je n'aurais sûrement pas. Tu comprends ce que je veux dire? Moi je vais faire ce que je sais faire, mon lobbying. Il me faut ça, tac, 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 mes joueurs, lui, tac, comment je fais, hop, 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 comment je monte les équipes, comment je crée des guerres entre les équipes, comment je crée de la compétition, comment est-ce que je fais venir la plus grosse équipe américaine de New York. Moi c'est ça mon boulot. Thibaut, lui, c'est de mettre en image tout ce que moi, j'imagine, de la plus belle des façons. En disant et qu'il apporte sa touche aussi. 360 communication. Exactement. Et c'est ça aussi. Excuse-moi de te couper, qui sort aussi du hip-hop. La plupart de ces gens-là ont aussi la même culture hip-hop. Absolument. Donc il y a des liens aussi à travers cette culture qu'il y a en commun pour le coup. Différentes passions. Et les différentes passions. Qui nous réunissent. Et le truc, c'est quoi? C'est que, donc, déjà, ça évite les problèmes d'ego. Pourquoi? Parce que chacun tient sa partie. Et tu es censé lui faire confiance. C'est lui, tu lui dis, tu dis, tu es directif. Parce que moi, je n'ai jamais été très, tu me connais, Papou, plus l'autorité que ça. Je veux dire, c'est des gars qui ont le même âge que moi. Donc, à un moment, tu as vu qu'on se parle comme des hommes. Ils savent, mais très rapidement, ils comprennent. D'accord? Je veux dire, moi, je leur explique ma vision. Où tu veux aller. Ils ont compris, les gars, on doit aller là. Ok, on est bon, maintenant, tac, c'est fini. Et je leur fais confiance. Et jusqu'à présent, l'histoire m'a prouvé que c'était bon. C'était bon, donc en fait, c'est pas des trucs qu'on va changer. Et au final, tu te rends compte que c'est super parce qu'on a tous grandi à travers cet événement maintenant. Tu vois, c'est juste que des fois, on regarde les photos et on regarde maintenant, on fait passé. Parce que la chance que j'ai, c'est que par rapport à beaucoup de chance, c'est que moi, je suis vraiment documenté sur toutes mes années, quoi, tu vois. Et très tôt, on avait compris qu'il faut garder parce que, tu vois, pour les 20 ans, là, on va préparer un vrai truc, tu comprends ce que je veux dire, là où quand tu vas voir l'histoire du truc, tu vas comprendre de mon petit choisi le roi 9-4 à Jojo, quoi, tu vois ce que je veux dire, et c'est un moment, voilà, actuellement, il y a le documentaire de Last Dance, tu comprends ce que je veux dire, mais voilà, je pense que c'est l'heure pour nous aussi de sensibiliser tous ces jeunes sur le fait que, il y a les histoires de Last Dance, tu as un grand joueur de basket, un grand joueur de foot, et tu as les histoires qui sont de... moi, je pars de plus bas, quoi. Je pars de Choisis le Roi 94. Je parle pas de New York pour devenir le rêve américain. Je pars de là, tu vois. Et qu'il faut le montrer ça aux jeunes parce que c'est vachement important pour eux. Comme ça, maintenant, ils auront des exemples. Surtout pour les Français, moi, je dis ça. Pourquoi? Parce que ça sera des exemples pour eux qui seront plus proches. Tu vois, plutôt que le truc déjà, mais si t'es pas au State, que tu peux pas le vivre, ce genre de choses. Si, en fait. Maintenant, en fait, le monde... Tous les jours, le monde, il rétrécit. Entre les réseaux sociaux, c'est fini. Il n'y a plus la musique, elle arrive 15 ans plus tard. Tu as compris ce que je veux dire? Tout est en même temps aujourd'hui. La musique, la nourriture, la bouffe, et puis vraiment, voilà, tout, même l'équilibre. C'est-à-dire, tu vois, que les Américains qui s'habillent maintenant comme des Européens, tu vois ce que je veux dire, dans le style, les rap, la musique. Donc, tout est en train de s'équilibrer. Et maintenant, c'est à toi de trouver ta voie. Voilà. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'inventer des choses aujourd'hui, c'est hyper difficile. Par contre, c'est ce qui va faire que tu réussis aujourd'hui, c'est l'excellence. C'est-à-dire dans ce que tu fais. Parce que maintenant, c'est une compétition à égal et à égal. À toi de savoir maintenant, c'est tes idées, ton imagination et la façon dont tu vas procéder qui va faire que toi, tu vas prendre un virage différent des autres. C'est vraiment plus ça. C'est vraiment plus ça. Je comprends vraiment tes propos et je suis pressé de voir ces 20 ans parce qu'en termes d'image, ça doit être quelque chose, moi qui ai quand même... aussi pas mal d'images du quai, je me vois vieillir déjà moi tout seul sur les photos avec les gens. J'ai mon fils de 3 ans, de 2 ans sur un des quais, et aujourd'hui il en a 15. Et donc même il y a beaucoup de photos où, donc je suis assez curieux de voir ça. Je vis à peu près la même chose. En 2021, on va fêter les 20 ans nous aussi, et on fait ce travail-là d'images, de vidéos, de tout ce qu'on peut avoir. Donc
J'espère qu'on sera tous là pour ça, pour regarder ça, et vous tous, les plus jeunes, moi je dirais, j'aime bien mettre une forme de compétition, c'est que dans la jeunesse, qui fera mieux que le Quai 54? Je l'espère que là aujourd'hui, Amadoun avec ce qu'il fait, il va en stimuler beaucoup d'entre vous, et à vous de proposer. C'est dans ce secteur-là, il est le boss. Qui peut le détrôner? Je dis ça pour stimuler beaucoup la créativité des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. Je vais continuer. Tac, les deals se font. Les liens, le premier quai il arrive. Il y a un deuxième, tu as investi plus. Ça se crée. Le réseau, j'imagine qu'il se développe. À ce moment-là, tu es toujours en train de travailler à côté, tu as d'autres passions ou tu es concentré entre le 3e et le 6e quai, tu es plus concentré sur le quai ou tu continues en parallèle de Non, en fait, de toute façon, par mes propres choix, c'est pas un truc dont tu peux vivre toute l'année. Donc, à ce moment-là, et contrairement, parce que là, ce qui est difficile à encaisser à l'époque, c'est les gens, ils voient Jordan, donc ils disent Amadoun, ça y est, il est déjà ça y est, il a démarré. Il a démarré, non. Mais après, c'est encore du visuel, tu vois. Ils sont encore dans un train de dire, ouais, ça y est, il est avec Jordan, c'est n'importe quoi, nanana. Et puis en plus, je rencontre des difficultés, tu vois ce que je veux dire. Il y en a. J'ai des difficultés après quand je me prends la tête aussi avec mes sponsors, tu vois ce que je veux dire. Il y a plein de choses, parce qu'il y a un moment, t'as vu, j'ai changé. Je suis un autre homme. L'argent, ça devient le nerf de la guerre au bout d'un moment. Tu comprends ce que je veux dire? Il se passe quelque chose là. Il se passe quelque chose. Le quai, il a grandi, il a grossi. Il y a des enjeux qui ne sont plus les mêmes que quand t'es gamin, t'es en train de rigoler avec les potes. Là, il y a des enjeux et tu les réalises. Voilà. Et le truc, c'est quoi? Je les réalise, et même en dehors de faire de la... J'avais travaillé pour ça. J'ai travaillé pour ça et je continue même de travailler pour ça. C'est qu'au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, tu vas manger ton pain noir, comme beaucoup de gens qui souffrent au début, tu vois. Tu vas manger ton pain noir, tu vas travailler pour en récolter les fruits plus tard. Jusqu'au jour où, en fait, en vrai, il y a le directeur marketing de l'Europe qui, un jour, vient me voir et me dit, ouais, bon, Amadoun, on ne compte plus travailler sur Quai 54, tu vois, non? Voilà, on veut prendre une nouvelle direction. Et il me parle de ça à l'époque, et puis je l'écoute, et puis je lui dis, mais t'es sûr de ce que tu dis? Tu vois, il me dit, oui, non, là c'est terminé, Quai 54, tu vois. J'étais OK. C'est le plus gros sponsor que tu as à ce moment-là? Bien sûr, c'est le plus gros sponsor. Quand il me dit ça, moi je rigole et je regarde Thibaut, je dis, mais c'est le gars de la France qui me dit ça. 2 jours après, je prends mon avion, je pars directement à Portland, au siège. Je vois, et mon mentor, il est là-bas, lui. Je l'ai appelé, j'ai dit, je viens de voir. OK. T'as vu? Mais tu sais, en fait, comme c'est travaillé par région, ils savent pas des fois ce qui se passe. Ailleurs. Et moi je leur dis, bon, apparemment vous arrêtez. Ils me disent, mais de quoi tu nous parles? T'es fou, quoi. Le Quai 54, c'est notre enfant. Ça, on le garde. Je dis, mais je comprends pas là, en fait, tu vois. Parce qu'en fait, ce que les gens ne font pas la différence entre Jordan et Nike, tu vois. Ils ont toujours cru que c'était exactement la même chose, mais c'est quand même... C'est 2 entités. C'est 2 entités, quand même. C'est une entité qui est à l'intérieur de Nike, mais il y a quand même une compétition, comme 2 labels de musique dans une même maison de disques. Tu comprends ce que je veux dire? Et Nike, ils disent, ah ouais, Jordan, ils veulent plus, nous, on prend. Je te jure. C'est Jordan qui veut plus, et c'est Nike qui récupère. Voilà, Nike qui récupère. Mon mentor, lui, il est là, il est juste pour placer l'information. Ah bon? Vous avez dit ça, tu vois? Et truc de dingue, qu'est-ce qui se passe? 10 minutes après, mon téléphone, il sonne, je suis en train de quitter, je suis en l'occurrence avec un joueur NBA que je pense que tu connais, qui s'appelle Nicolas Batum. OK. Voilà, et mon téléphone sonne comme ça. Et lui, il voit toute cette histoire. Tout le cheminement qui est en train de se dérouler. Trucs et tout. En plus, t'imagines, il est en contrat Adidas à l'époque, donc il est là avec moi en train de se promener dans la ville. Des gens, il me dit, je dis, c'est pas grave, on s'en fout, tu vois, non? Vas-y, on va gérer comme on peut. J'arrive chez lui, il rigole, et lui, il me dit, mais c'est quoi ce truc de ouf? Les mecs, ils t'ont dit non, l'autre, il te dit oui, tu vois, non? C'est avéré qu'à la fin, j'ai dit, le même gars de l'Europe qui avait commissionné le gars de France de me dire que c'était fini, il m'appelle aussi. Je dis, non, mais vous m'avez dit que c'est fini, moi je suis en train de parler ici. Non, mais il y a eu une incompréhension. Ouais, il s'est fait taper sur les doigts, le gars. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, en fait, il y a un mot qui est parti, le mec de Nike, le boss de Jordan et Nike, il a simplement dit, vous allez m'expliquer, si jamais cet événement, il s'en va de chez nous, et qu'il va chez une autre marque, vous allez m'expliquer pourquoi on s'est mis sur cet événement pendant plus de 10 ans,
dépenser je ne sais combien d'argent pour le faire partir comme ça. Vous allez me l'expliquer. C'est logique. C'est logique. Tu vois, c'est tout. Et je reprends mon avion, je rentre à Paname. Tu me crois que l'autre, il est culotté de venir me dire « Ouais, Amadoun, c'est bon, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. » Tu parles du directeur. Il me dit « Ouais, j'ai une bonne nouvelle pour toi, on continue. » Et j'ai tellement C'est pas une bonne nouvelle, c'est banal. C'est banal. Non, mais c'est même pas ça, c'est que en fait, il était même pas au courant que je le sais avant lui. Okay. Le temps que lui, en fait, je lui ai pas dit que moi je pars aux States. Oui. Okay. Moi, j'ai pris mon avion, il savait pas. En fait, un coup d'avance. Bah ouais. Et c'est pour ça que je te dis que. Et c'est là que des fois tu te retrouves dans. Mais tu vois, t'es tellement plein d'émotions dans ces moments-là, c'est mortel parce que t'apprends beaucoup de choses, que tu te rends compte aussi que dans ta vie, des fois, c'est juste une personne qui va être décisionnaire en fait de comment tes affaires peuvent se passer. Comme la première qui t'a fait regarder le fameux match de basket, et là, tu en as une seconde qui te refuse quelque chose et qui te fait rebondir ailleurs. Voilà, mais tu sais que la seule chose que j'ai retenue de ça, en vrai, c'est pas que le gars, il m'a dit « Ouais, Amadoun, j'ai envie de te couper. » T'as compris ce que je veux dire? La seule chose que j'ai retenue, c'est que vous avez bien travaillé, les gars. Parce qu'en fait, il vous aurait pas laissé partir. Et que si j'avais pas bien bossé et que j'avais fait beaucoup d'erreurs, t'aurais dégagé. Il m'aurait vraiment dégagé. Là, j'ai pu me permettre de taper plus haut, parce que plus haut, on avait déjà fait assez de bruit. On avait fait assez de bruit. Voilà. Moi, ce que je retiens, c'est ton accélération. Moi, ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est ton démarrage. C'est OK, là, il y a une couille, mais en fait, gars, j'ai les papiers français, en fait. En fait, je peux prendre l'avion en 2 secondes, là. Exactement. Et je peux aller les voir, je sais parler anglais. Si je sais pas parler anglais, j'ai quelqu'un qui sait parler anglais avec moi. Et je vais à la source, voir mon réseau, et je bouge. Même en dehors même de l'anglais, en vrai, j'ai envie de te dire, tu sais ce quoi le pire? C'est qu'en fait, j'ai pas signé mon premier contrat avec la France, moi. Je l'ai signé avec les États-Unis. Le premier, il est déjà dealé avec les States. Direct avec les States. Okay. En fait, pendant 8 ans, ça a été avec les States. Et c'est après, parce que Jordan grossissait, et que maintenant, il y a Jordan en Europe, qui se sont dit, bah écoutez, vous gérez directement, mais mon budget vient des... Alors quand toi, tu me coupes en Europe, j'ai envie de dire, mais en fait, les mêmes gars qui sont en France ne connaissent pas les gens que je connais. C'est trop haut pour eux, en fait, c'est pas des gens avec qui ils discutent. Donc quand ils voient que je vais là-bas et je reviens... limite, j'ai envie de dire, en fait, c'est pas toi qui décides, man. Ça, c'est ton plus gros souci sur le quai? Ça a été le côté le plus important, on va dire, charnière, qui t'a vraiment, où tu t'es tiré les cheveux? En vrai, tu veux que je te dise la vérité, Bafou? C'est bizarre. Après, ça, je pense que c'est un trait de ma personnalité qui m'a beaucoup sauvé. J'ai jamais vraiment rap, en fait, dans ma life. C'est bizarre. Je touche du bois. J'ai jamais vraiment la peur de dire, ah, mais qu'est-ce qui va se passer? En fait, je me dis, bon, s'il y a des choses qui arrivent là, c'est qu'il y aura autre chose qu'il y aura derrière. Parce qu'en fait, j'ai confiance en ce que j'ai fait. Tu sais, c'est vachement important, tu vois ce que je veux dire? Quand tu as confiance en ce que tu as fait et que toi, dans ton âme et conscience, tu sais que tu as bien bossé et que ton truc est reconnu, parce que je sais, tu vois. Au bout d'un moment, je connais la valeur, tu vois. J'ai envie de te dire, je leur donne pas trop le bâton pour me faire taper dessus. T'as vu, il n'y a aucun événement qui se passe sur la Tour Eiffel à part nous, quoi. Tu vois ce que je veux dire? À consonance hip-hop et tout ça, c'est-à-dire qu'en termes d'image, en vrai, on est haut. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a un moment, c'est un événement, pas de basket à Paris, c'est maintenant un événement culturel. Les gens viennent, il y en a plein, ils s'en foutent du basket. Ils viennent au quai parce que c'est un endroit pour... Il y a du son, il y a des Mokobé qui chantent, il y a du spectacle, il y a des artistes. Exactement, et comme les gens me disent, c'est notre Roland Garros à nous, en fait. Tu vois? Ouais, carrément. C'est ce petit moment qui est béni, car il fait souvent très beau. Je crois qu'il n'y en a que un où j'ai connu avec un sale temps. 2005. Ouais, peut-être, je m'en rappelle 2005, plus. Il a plu un peu, mais après le deuxième jour, c'est beau. Ouais, ça, mais sinon, ils ont... le truc... c'est toujours beau, le soleil... Dieu merci. Voilà. Au point que les gens disent que nos marabouts sont puissants. Ah, il est puissant. Ils sont maliens, ils sont Afrique de l'Ouest. Il fait pas beau vendredi... Et d'un seul coup, le gros soleil samedi, dimanche, c'est vrai que c'est la grande... à chaque fois. Moi, je pense qu'on l'a tous remarqué. Le jour du quai, on regarde, on dit, putain, c'est le quai. Oh, il fait lourd. Tu vois, nous, tout ce qu'on se dit, à chaque fois, les gens m'envoient des trucs, des captures d'écran de météo. Ah ouais, ce week-end, il va pas faire beau, gros, comment on va faire? Ma mère, elle me dit, reste tranquille. Ouais, tranquille. Laisse les choses faire. Tu vois, non, la météo, là, c'est le bon Dieu, c'est pas toi. Ton meilleur moment? Mon meilleur moment, en vrai, j'ai trop de meilleurs moments dans les moments. T'en as trop. J'en ai trop de meilleurs moments et les meilleurs moments, en vrai, c'est plus des moments, en fait,
comme je te raconte là, tu vois, non? Ouais, tous ces modes de vie, c'est génial. Les meilleurs moments du K54, c'est pas ce qu'on pourrait, ouais, que la réussite de l'événement sur le moment même, mais c'est, tu vois, les meilleurs moments, c'est souvent, tu vois, quand ma mère elle est là et qu'elle faisait, on se préparait pour faire la bouffe, non, je lui dis, écoute maman, tu vois, ça c'est ta recette, il faut faire comme ça, tu vois, non? C'est tous ces trucs en fait, parce que ma plus grosse fierté K54, c'est que, ben, c'est vraiment un truc de famille. Quand je dis de famille, c'est-à-dire que il y a ma mère, il y a mes sœurs, il y a mon frère, t'as compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en vrai de vrai, quand je travaille, je me sens hyper protégé. C'est-à-dire que je sais que la nourriture là-bas, c'est ma mère qui va être avec mes sœurs. La sécurité, mon frère, il ne la fait pas parce que c'est le K54, il la fait parce que c'est son frère. Donc en fait, ce qu'il va mettre dans son cœur dedans, c'est différent. C'est différent, tu vois. Et dans tout ça, c'était que mon père, il nous voit tous ensemble, tu vois, non? À chaque fois, on fait monter un truc comme ça, il dit, ah non. Et que lui, il vient, il s'assoit quand les années où il pouvait encore, tu vois. Il regarde, il dit, ah, ok. Et puis, de voir tous mes potes, tu vois, par exemple, qui ne sont pas arbitres, par exemple, de table, mais qui ont été apprendre à être des arbitres de table pour arbitrer le K54. Donc, ils sont à la table, ils ont été formés pour ça. Donc, eux, ils sont spécialisés K54 avec les règles que nous, on a créées. Ok. Tu vois, non? Je savais pas ça. Vous avez vos propres règles. Oui, moi, par exemple, j'ai le shoot à 4 points maintenant. Ok. Tu vois, non? Pourquoi? Parce que je voulais mettre des tensions, j'ai les règles de la NBA. Moi, par exemple, tu ne peux pas faire une défense de zone. C'est-à-dire que chacun reste avec son homme. C'est-à-dire que si tu t'es battu. Si ton gars il vient aider, et ben, lancer franc direct, t'es mort. Voilà, lancer franc. Donc, tu vois, c'est ça qui fait qu'il y a ce spectacle maintenant. C'est-à-dire que si t'es pas athlète, mon gars, tu vas pas pouvoir jouer là-bas. Et les meilleurs moments, en fait, c'est les moments de préparation, en fait. C'est pas l'événement lui-même. C'est toujours l'adrénaline. Comment on fait? Comment tu te renouvelles aussi? Parce que tu vois, au bout de 15 ans, tu vois, qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Qu'est-ce que tu fais pas? Comment tu fais pour faire kiffer les gens? Les jeunes ont changé. Tu vois, les jeunes tu sais, je veux dire, j'ai plein de gens qui sont arrivés au premier K54, ils avaient 28, 29 ans, tu vois, non? C'était notre génération, tu vois. Ben, ils ont 45 ans aujourd'hui aussi. Donc forcément, mais comment est-ce que ces gens-là, ils continuent à venir au K54 en kiffant quand même, tu vois, non? Qu'est-ce Comment qui tu les fais kiffer? attire? Tac, c'est des bonnes questions. Tu vois, entre-temps, qui sont devenus papas, qui sont devenus mamans. Tu sais, des fois, je vois plein de gens qui viennent et puis qui me disent, ah, Madoun, franchement, ça fait toujours un plaisir. Mon fils avait 3 ans la première année que j'étais venu au K54, il a 18 ans, il me parle de ça. Bah, je me dis, c'est là qu'on a réussi le truc, en fait. T'as vu, ton enfant, il avait 3 ans, 15 ans plus tard, il a 18 ans, il dit, ouais, vas-y, il faut que j'aille au quai, ou qui prend ses tickets tout seul sur Internet alors que son père, il l'a pas vu, tu vois. Tu sais, ça m'arrive souvent, tu vois. Et qui me disent, mais c'est un truc de ouf, gros, moi, j'avais pas regardé ce qui s'était passé entre-temps. Je dis, bah, écoute, t'as vu, je pense que c'est le petit coup qu'on a réussi, tu vois. En vrai, non, il y a un truc dont je suis hyper fier, je suis fou, j'ai oublié de te le dire. C'est l'an dernier, en fait. C'est l'an dernier quand on a fait cette collection, Thibaut et moi, et que j'ai réussi à mettre le drapeau du Mali sur une paire de Jordan. Sur les couleurs, voilà. Oui. Comment tu as associé les couleurs sur les produits? Il y a le drapeau. Oui, sur une paire. Après, tu as joué avec les couleurs sur les autres. Alors, j'ai joué sur mais le drapeau qu'on a mis sur une paire, le drapeau du Mali, et l'autre paire, le drapeau de la France, pour dire que c'était nous, c'était la mixité. Ben, je pense que ça, c'était un vrai truc. C'est un petit chef-d'œuvre. C'est une petite œuvre artistique et série limitée, unique pour ceux qui l'ont, gardez-la bien. Et c'est une œuvre. Ouais, clair. C'est une petite œuvre. Et ce qui est cool, c'est que tu vois, même l'équipe du Mali joue avec cette paire maintenant. Ok. Ouais. C'est un deal ou non, je leur ai envoyé dès que j'ai fini, boum, j'ai appelé l'équipe. J'ai envoyé à toute l'équipe, j'ai pris parce qu'en fait tous les jeunes, l'équipe de jeunes maliens de espoir, eh ben ils ont été en finale contre les États-Unis l'année dernière. Ils sont hyper forts, tu vois, non? Et quand ils ont une paire de Jordan comme ça, c'est tous des petits qui jouent aux États-Unis, qui jouent en France et compagnie, mais je leur ai tous envoyé la paire. Franchement, ils étaient hyper contents, quoi. Bah, humainement, c'est génial. Marketingement, c'est super lourd. Et relationnellement, entre les joueurs et toi, c'est relationnellement, c'est encore plus lourd, je dirais. Clair. De par tes origines aussi, quoi. Exactement. Donc, il y a 4 super gros coups en un tir, en un shoot. Bien joué, lourd. Ça, c'est super lourd. Félicitations pour ça. On va continuer. Tac. Le temps, il file. Il y a ton adrénaline qui se met en place. Les deals, bons, mauvais, comment je les rattrape. Les quais qui concrétisent les choses. Année par année. Et les annulations aussi. Il y en a eu une. J'ai eu une annulation. Une annulation, ouais. Elle était conséquente. Elle était conséquente. Hein, elle t'a fait mal? Elle m'a fait extrêmement mal. Du fait que j'avais extrêmement travaillé pour plus qu'une autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était
c'était pour moi l'année, comment dire, là où il y a un joueur que j'aime beaucoup qui s'appelle Kobe Bryant qui devait venir aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, tu vois, donc, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, ça me fait encore plus mal, sachant que le gars, il est décédé cette année, tu vois. Tu dis, mais, donc, moi, je vois Kobe, ils me disent, bon, bah, ok, on te ramène Kobe pour le K54. Et ce qui s'est passé, c'est que, ben, déjà, pour la petite histoire, toi, tu connais, mais je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ne savent pas qu'en l'occurrence, mon frère Noumouké, donc, qui est le chef sécu donc, de mon événement, et qui donc travaillait aussi au Bataclan, était l'une des personnes qui a sauvé des gens au Bataclan pendant la fusillade, tu vois ce que je veux dire. Et ce qui s'est passé, c'est que malgré tout ça, il m'a aidé, on s'est bien battu, on nous a accepté l'organisation de l'événement à Paris. C'était juste derrière cet événement-là. C'était avant. Juste avant. Enfin, l'événement est arrivé juste après les attentats. C'était une période que tout le monde... compliquée. Compliquée, dont tout le monde se souvient. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu nos autorisations et il y a eu l'événement de Nice qui s'est passé. Oui. Tu vois, l'événement de Nice qui s'est passé et la préfecture nous avait toujours pas donné notre autorisation, mais la mairie de Paris, si. Donc nous, on commence à monter, on travaille, parce que la préfecture te la donne toujours en dernière minute souvent, parce que des fois, c'est une histoire de timing. Et là, nous, tu te rends compte, le jeudi, en fait, avant le K54, annulation. Oui, mais je ne la prends pas moi, à Madoun. Je la prends par la télévision. Ah, c'est comme ça que tu l'as appris? C'est comme ça que je l'ai appris. Les gens, ils me disent... On m'appelle comme ça, ils me disent, ouais, Madoun, c'est quoi, le quai, il est annulé, mon téléphone, il n'arrête pas de sonner. Je dis, qu'est-ce que vous me racontez là, tu vois? Et en fait, les gens venaient de voir les news. Ils venaient de dire tous les événements qui étaient annulés. Mais en fait, il n'y avait pas que moi. Oui, c'est l'ensemble... L'ensemble des événements étaient annulés. Ouais, ça nous a fait mal. Ouais, ça a foutu un petit coup. Ouais, ça fout un coup, parce qu'en fait, on avait terminé, tu vois. Et, samedi, dimanche, boum, c'était fini. Donc, voilà. Mais c'est celle-là qui fait le plus mal. C'est celle-là qui... Je pense que c'est cette annulation-là, cette annulation qui fait le plus mal. Après, le reste, en vrai de vrai, on est quand même bien bénis sur cet événement, tu vois ce que je veux dire. Il arrive de super choses chaque année, et puis on est aussi croyants de notre côté, donc après, on part du principe que s'il y a des choses qui se sont passées comme ça... Il y avait une année avec MC Light, j'étais super jeune, mais c'est une artiste... 2010, c'était 2010, ouais. C'était marrant de l'avoir sur scène. Au Palais de Tokyo. Ouais. Pour moi, le Palais de Tokyo, c'est le meilleur lieu. Ouais. Petit, pas forcément bon pour toi par rapport à la masse publique, etc. Mais visuellement parlant... Non, c'était n'importe quoi, je suis d'accord avec toi. Je te jure que quand ils nous ont autorisé à libérer... comment ça s'appelle vider le bassin de l'eau et mettre le terrain de basket dedans pour faire l'événement. Le problème, c'est quoi là-bas? C'est que la charge de poids au sol ne permet pas de mettre beaucoup de tribunes. Sinon, en vrai, je serais parti à la Tour Eiffel, mais je serais retourné là-bas à plusieurs reprises. La vision, la vue. Même ça me permet de mettre que 2000 places. En gros, aujourd'hui, j'ai besoin de 5500 places. Ouais, c'est ça, c'est ça. En parallèle, tu restes fidèle à toi-même, à tes fibres d'entrepreneur. Tu commences à t'intéresser à une de tes autres passions, qui est le hip-hop qui te suit depuis le début. Exactement. Donc tu t'intéresses à des artistes ou à un artiste en particulier, en tout cas tu crées ton label. Alors c'est pas comme ça que ça s'est passé du tout. C'est que, en l'occurrence, mon premier artiste que j'ai produit s'appelle Sadek, tu vois, donc, qui a fait aussi d'ailleurs les faits divers en début d'année là. Voilà. Comment ça s'est passé? C'est simple en fait. Encore une fois, je pense que c'est toujours une histoire de comment les choses s'alignent. Moi, en l'occurrence, Sadek, c'est un jeune qui vient sur l'événement, qui est un qu'on voyait jeune. Tu dois avoir des images de lui jeune, en train de faire des freestyles et tout. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe? Mokobe, tu connais, quand il fait son animation, des fois, il aime faire descendre des mecs, qui c'est qui s'est rappé là? Venez, j'ai envie de faire des battles, tu vois. Et il y a toujours un gars. Et tu vois Sadek, à chaque fois qu'il descend, il éclate les gars. Il éclate les gars. Et le petit, un jour, il me fait comme ça. Ouais, Abadoun, il faut que je te parle et tout, tu vois. Et je dis, pourquoi tu veux me parler? Il me dit, ouais, j'aimerais bien que tu me produises dans la musique et tout. Je dis, mais moi, je suis pas producteur de musique, moi. C'est parce que tu me vois avec plein de rappeurs que je suis producteur de musique. C'est pas mon métier, ça, tu vois. Et il me dit, non, mais en fait, toi, j'en suis sûr que ça pourrait être vraiment bien que tu me produises parce que tu as plein de potes qui sont rappeurs, mais toi, tu t'en fous. Donc, il n'y aura pas de problème d'ego. Et je rigole. Parce que je me dis, c'est un petit qui, à 17 ans, il pense comme ça, tu vois. Il est déjà en train de me dire, il me dit, parce que j'ai l'impression que les rappeurs, si jamais t'es meilleur qu'eux, ils sont jamais contents, tu vois. Je dis, mais ça dit que ça m'intéresse pas. Ça, c'est 2005, d'accord. 2006,
l'événement se refait, il éclate tout le monde encore, il redescend du public. Et je suis dans qu'on s'appelle, dans un stand de bouffe, et il y a ma mère qui est là, tu vois, et il y a mes sœurs qui sont là, et puis Sadek il avance, mais tout le monde le connaît maintenant, tu vois, donc il avance comme ça, il fait, ouais Madouna, tu peux toujours pas me produire et tout ça, hein, et puis il dit à ma mère comme ça en rigolant, ouais madame, votre fils il veut pas s'occuper de moi, nanana, tu vois, non, parce que, et ma mère rigole. Et ma mère, elle lui dit, ah, mais donne-lui un coup de main. Mais tu sais, ma mère a dit ça comme ça, ouais, à la cool, quoi, tu vois, non et il me dit, oui, mais madame, je vais l'appeler. Et ma mère a dit, tiens, prends son numéro, appelle-le, il va t'aider. Ben, elle a un quinf, tu vois, non et moi, je rigole, je dis, oui, je dis, appelle-moi. Mais moi, quand il dit, appelle-moi, je lui dis, appelle-moi dans quelques jours, on verra, on en parlera, tu vois, non. Je te jure, papou, la tête de ma mère, un truc de malade qui se passe. Jusqu'à aujourd'hui, quand on en parle, lui et moi, il m'a dit, non, mais tu mens. Il m'appelle, il est genre 11h du matin, et c'est un samedi matin, je suis en train de déjeuner, et il y a ma mère, il y a tout le monde, on est là. Et donc ma mère m'a fait mon déjeuner, moi je suis en train de manger. Il m'appelle, et puis il parle. Et moi je lui fais comme ça au téléphone, je lui dis ça, non mais ça va pas être possible. T'as compris, non? Qu'est-ce que lui, il entend? En gros, que ça va être... Lui, il a entendu ça, il voulait tellement l'entendre qu'il... Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Merci, t'inquiète, tu vas voir, moi je vais te faire honneur, non, moi je suis pas comme les autres, non. Et il est là derrière le téléphone, il est comme ça, et moi je suis là, j'ai pas de force. Il a pas compris ou quoi? Mais je te dis, il est sérieux, non mais en fait, le truc, j'ai pas de force, mais ma mère, elle est là. En plus, je te jure, j'en suis sûr, ma daronne, elle y est pour beaucoup à cette histoire. Tu sais, moi, des fois, les gens, ils croient pas, mais moi je dis, c'est pas possible, parce que c'est elle qui a donné mon numéro. T'as compris? Elle a dit non, tiens, prends son numéro. Tu sais, mais comme une maman, normal, tu vois. Tu sais, c'est un petit, vas-y, toi aussi, écoute-le quand il t'appelle, tu vois. Elle a toujours été comme ça, tu connais. Et là, il vient, il dit ça. Et j'ai pas de force pour lui dire non. Parce qu'en fait, tu sais, des fois, quand t'entends la joie de quelqu'un. Ouais, tu peux pas casser ça. En fait, tu savais pas comment lui dire non, mais en fait, t'as mal compris, non, tu vois. Et puis, j'entends sa mère derrière qui dit « Ah, bah tu vois, je t'avais dit, non. » Non, sa maman a été... Et sa mère, elle me dit « Oui, et sa mère prend le téléphone, oui, il m'a beaucoup parlé de toi, est-ce que je pourrais... Oh, t'es pris. Ah, j'ai des prix, gros, j'ai plus de ce fort. Okay. Après, je me dis, bon... Et le soir, je suis avec B2O. Je lui dis, hey, tu sais, le petit là qui rappe, ok, non. Je vais le toi, il va m'en occuper. Et il rigole, il me dit, t'es sérieux et tout. Je dis, ouais, je te jure. Il me dit, ah, bah, vas-y alors, tu vois, non? Vas-y, tu verras ce que ça va donner. Et après, c'est pas... ce qui se passe, c'est que finalement, tu vois, tu connais, on a des accès à des studios, il y a plein de... Et il m'appelle, il me dit, ouais, on peut se faire au moins une séance studio, ça me ferait plaisir, tout ça, tu vois. Et voilà, et c'est toujours mon naturel qui a pris le dessus, c'est que on est allé en studio, j'ai vu que le petit, il était vraiment fort, en vrai, tu vois, non? J'ai dit, il écrivait ses textes étaient puissants et tout. J'ai dit, bon, vas-y, on va s'y mettre pour de vrai, en fait. Et je me suis pris au jeu. Je me suis dit, bon, en fait, c'est quoi? Ça va être mon nouveau hobby. Ça va être mon nouvel hobby. Et je vais essayer de développer au mieux l'image de ce garçon. Toujours avec les mêmes capacités, les mêmes compétences que tu as développées au Quai 54, exactement, que tu as développées plus jeune dans le vêtement. Non, et en vrai de vrai, pas pour ce que je explique, c'est que... Bah, en vrai, que ce soit Kerry, que ce soit Moko, le 113, tout le monde. Et moi, surtout moi avec Manuquet, j'en ai passé du temps dans les studios en vrai. Donc j'ai appris beaucoup de choses, tu comprends ce que je veux dire. Et j'ai mes notions de comment un morceau de rap devrait être. Donc on bosse. Et puis le petit il se développe, mais en plus il écoute bien, il est toujours carré, toujours à l'heure. Donc finalement, en fait, tu vois, c'est lui qui te booste. Même dans ton truc, tu vois, tu dis... en fait, quand tu vois quelqu'un qui est hyper motivé comme ça, c'est lui qui te donne l'énergie, en fait, tu vois. Et il me transfère cette énergie et jusqu'au jour, maintenant j'appelle Bouscapé, je dis ouais bon, j'ai mon petit là, est-ce que vous pouvez mettre sur votre plateforme s'il vous plaît, sur votre site internet. Il me dit ouais, comment on se connaît, tu vois les gars, je les fais venir ok aussi. Donc je me dis bien, bah, tout mon réseau en fait il me sert bien à quelque chose au bout d'un moment, tu vois, non? Ils me disent ok, tu me crois, il vient, il met un freestyle, il a tellement tout explosé, ils nous disent direct, maison de disques, ils nous appellent partout. C'est quoi ton artiste là? C'est qui celui-là, Sadek? Non. Je fais, ah ouais. Bon, on va y aller, hein. On va y aller. Et je vais donc chez Hostile Record, à l'époque, donc le plus gros label de rap qui vient me rencontrer et tout. Discussion, moi je connais pas encore, tu vois, non? Encore une fois, les contrats de musique et tout. Baveux. Voilà, exactement. Baveux, j'appelle tout, il m'explique, voilà.
Et moi, je leur dis, écoutez, moi, je ne veux pas être producteur pour l'instant, tu vois. Je n'ai pas assez les reins solides. Je veux qu'il soit votre artiste. Moi, je vais être le manager. L'histoire, elle est comme elle est. On signe le contrat. On commence à développer. On sort sa première mixtape qui marche bien. D'accord. Et on sort son premier album, qui est un échec. La mixtape marche, mais pas l'album. La mixtape marche, mais l'album ne marche pas. Et à ce moment-là, on est en pleine restructuration. EMI, donc, qui était le label avec lequel on était à l'époque, est en pleine restructuration. Donc, ils rendent les contrats aux artistes. C'est-à-dire qu'ils annulent les contrats. Donc, ils m'appellent, ils me disent, ouais, Madoun, bon, écoute, on voulait te dire que on va pas continuer l'aventure avec Sadek. Et moi, je suis là, oh, vous êtes sérieux de me faire un truc comme ça, tu vois, non? Comment ouais, mais tu vois, la boîte a été rachetée, nanana, et dans les contrats, c'est que si la boîte se fait racheter, elle peut se délester de certains contrats et compagnie. Seulement, quand moi, on me dit ça, moi, Sadek, il a que 20 ans. Et moi, maintenant, je dis, mais comment je vais aller voir le petit, lui dire, c'est mort avec la maison de disques? Et il y a une personne qui est donc, dans le label Hostile, qui s'appelle William Edor, tu vois, non? Qui, lui, envoie un grand mail. Moi, j'ai la chance, j'ai toujours eu un grand supporter de ce que je fais dans chacune des grosses boîtes qui prend toujours position. Lui, il envoie un mail en disant, je pense que vous faites la plus grosse erreur de laisser Amadoun et Sadek partir, tu vois, non? En leur rendant le contrat, je pense que vous allez faire la même erreur qu'avec Youssoupha. Là où ça a mis du temps, mais quand ça a pété, ça a pété pour de vrai. Du coup, tu connais, c'est du business, c'est des multinationales. Les gars, ils disent, oh, non, mais nous, c'est bon, on arrête là, t'as vu, non? On arrête les frais là, et puis OK. Sauf que moi, je me dis, en fait, je suis dans la merde. Comment je fais maintenant? J'ai plus de... Qu'est-ce que je dis à Sadek, toi, non? Et je me suis dit, en fait, Amadoun, il faut que tu lui dises la vérité, en fait. Il faut que tu lui dises la vérité, mais que tu le laisses pas. Tu vois? Parce que tu as été voir ses parents, tu leur as parlé quand même, t'as vu? Tu prends tes responsabilités. Tu prends ta responsabilité, quoi. Donc, Sadek, on est là. Je lui explique, je dis, mais par contre, t'inquiète pas, on va pas se prendre la tête. On va continuer tout seul, quoi, sans personne. Il me dit, ah ouais, et tout. Je dis, t'inquiète. Entre-temps, moi, tu as eu, financièrement, ça, tu vois, moi, j'avais déjà monté. À aller voilà, mieux. ça allait bien. Donc, voilà, je pouvais me permettre d'avoir faire des studios, de faire des clips. J'ai des gens qui m'aiment bien, on va toujours me donner des coups de main. Je développe, et je continue, et je dis, vas-y, viens, on refait une mixtape pour aller reprendre du terrain. Mixtape, comment ça s'appelle elle fait grave du bruit. Grave du bruit auprès des jeunes. Je dis, vas-y, on fait encore un album. Mais tout ça en indépendant. Je fais, hop, paf, ça pète. Cette fois-ci, succès. Cette fois-ci, succès. Qu'est-ce qui se passe derrière ça? La maison de disques me rappelle. La même? La même maison de disques me rappelle, mais c'est William, mon pote, qui lui avait envoyé le mail. Entre-temps, qui lui aussi avait ouvert son label. Ok. Dans la maison de disques, on lui avait donné son label, qui est Rec 118. D'accord, donc aujourd'hui le plus gros label urbain, Aya Nakamura, Nino, tout le monde t'a compris. Lui, il ouvre son label là-bas, entre-temps il a pris. Mais lui, c'est pas comme s'il m'a pas calculé pendant que ça marchait pas. Il suivait tout le temps, il m'appelait, il regardait, tac, tac. Et dès qu'il a ouvert son label, t'as compris, il m'appelle. Il me dit, Amadoun, revenez. Je dis, ah ben non, moi je reviens pas. Il me dit, mais pourquoi? Et je dis, je reviens pas parce qu'en fait, quel est l'intérêt? J'ai investi de l'argent, je gagne beaucoup plus d'argent aujourd'hui en étant en indépendant que j'ai plus besoin de vous aujourd'hui. Il me dit, non, moi je veux juste que tu reviennes, je te fais le même contrat que ton distributeur te fait actuellement. Sauf que je vais mettre label Rec 118 dessus. J'ai dit, bah attends, c'est un truc que je pouvais même pas refuser. Et donc, ils se sont mis en distribution pour moi. Et on a continué à bosser ensemble, tu vois ce que je veux dire. Et après, bon, disque d'or, disque de platine. Et voilà, l'histoire, elle est belle, quoi, tu vois. Aujourd'hui, on peut dire que tu as développé une belle structure qui est conséquente. Tu as combien d'artistes dedans? Non, maintenant, j'ai un groupe de jeunes là, qui viennent de sortir, qui s'appelle N77, qui sont en gros buzz de fin de l'année dernière, dont je viens de terminer l'album. J'ai signé un autre gars qui s'appelle Carlos Dante. C'est que de la nouvelle génération, vraiment. Que des jeunes là qui vont arriver, que j'espère qu'on va bien faire péter dans pas longtemps.
Et c'est plutôt cool, quoi. Ouais, c'est sympa. Voilà. Et en vrai, aujourd'hui, la musique c'est 50% de mon business aujourd'hui. 50%? Ah ouais, non, c'est 50% de mon business aujourd'hui. Parce que je passe énormément de temps en studio, je produis beaucoup d'albums, et notamment ma sœur aussi, Ami, dont je suis producteur, tu vois. Ami. Voilà, exactement, qui elle aussi, bah, tu vois, elle a plus son émission, son petit programme vidéo, c'est toi aussi qui t'en occupe dans la même structure. C'était moi, sa petite série sur Internet, c'est moi qui l'ai produite pour pousser son album, tu vois, et c'est cool, quoi, tu vois, parce que finalement, en vrai, ce qui me permet d'être aussi heureux aujourd'hui, en vrai, c'est que je vis que de trucs que j'aime, quoi. Tu vois, il n'y a aucun moment où je me lève le matin en ayant la haine, en me disant, ouais, je vais faire quelque chose qui me saoule. Quand je sors de la maison, pour moi, c'est limite, je vais m'amuser. Ouais, tu vas travailler pour toi, tu vas faire des choses qui te plaisent et qui rapportent des sous. Avec cette casquette d'artiste, avec cette casquette de sportif, organisateur en tout cas d'événements sportifs qui est le Quai 54, tu as une troisième casquette? Ouais, écoute, et puis la dernière que j'ai eue, en fait, c'était ça fait maintenant 3 ans. En fait, moi depuis des années, en fait, comme j'allais à New York, forcément, il y a un truc que j'ai toujours aimé, moi, c'est la coiffure, tu comprends ce que je veux dire? Et je m'étais toujours dit, j'aimerais bien ouvrir un barbershop à l'américaine à Paris, tu vois, parce que quand tu regardes les films barbershop comme on connaît, notre génération et tout, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment l'ambiance que j'aimerais bien retrouver dans Paris. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai une pote qui m'a dit, ouais, tu sais, il y a un mec que je connais, il a ouvert un barbershop à Paris. Je lui ai dit, j'ai pas besoin d'y aller. Moi, dans ma tête, j'aimerais bien en ouvrir un. Non, mais va voir quand même, tu vois. Et je dis, ok. C'était il y a 3 ans. Et donc, je me déplace, je vais dans le barber, je rentre. Mais je trouve le truc hyper mortel, quoi. Mais mortel. Et en vrai, de vrai, pour te dire la vérité, je suis tellement difficile, moi, et tellement critiqueur au fond de moi. Hein, je le dis, je suis toujours en train de dire, ouais, vas-y, c'est nul. C'est ce que mes potes disent. Toi, vas-y, tu es toujours. Je dis non, je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un truc de motivation. Tu comprends ce que je veux dire? Faire mieux. Voilà. Et je regarde le truc. Je fais, franchement, le mec, il a tué ça. Et le gars, il me regarde et tout. Mais en fait, elle ne m'avait pas dit que c'était lui qui voulait absolument me capter. Elle m'a juste dit, va voir. Mais que le gars, il voulait me rencontrer. Donc, après, moi, je me retrouve, le gars, il vient devant moi. Je vois le petit Renoir, il vient devant moi et tout. Ça va? Ah, Amadou Sidibé, vraiment enchanté de te rencontrer et tout. Vraiment, voilà, je m'appelle Sambou Sissoko, pardon, excuse-moi. Et voilà, qu'est-ce que t'en penses et tout? Je l'ai regardé, j'ai dit, c'est toi qui as fait ça? Franchement, t'es un tueur, man. Franchement, c'est super lourd, tu vois. Et je lui dis, tu sais quoi, en vrai? Parce que moi, je pars du principe que dans la vie, on ne peut pas tout avoir pour nous. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, il y a des choses qui seront pour toi. Et puis, Amadoun, tu as eu 10 ans, 12 ans pour pouvoir faire ton barbershop, tu ne l'as pas fait. Quelqu'un d'autre l'a fait. Et ben, laisse-lui aussi faire son histoire, c'est vachement important. Parce que, moi, tu connais, je t'ai déjà dit, je crois beaucoup au karma, tu vois, non? À force de tout vouloir, et ben, un jour, tu perds tout, tu vois, non? Le gars, il l'a fait. Ce que toi, encore le gars, il l'aurait mal fait, tu dis, bah vas-y, moi, je vais bien faire. Mais comme le gars, il a bien fait, c'est juste que moi, j'ai plus de réseaux que lui, je connais plus de gens. Lui, il a fait son petit truc, et ça va être son histoire aussi. Ouais. Je lui ai dit, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire derrière? Comme les gens ne connaissent pas ton truc, je vais les envoyer chez toi. Et c'est un jeune malien aussi, tu vois. Et je lui ai dit, écoute, je vais te faire un cadeau. Il me dit, ok. Et donc, 2015, on est sur la place de la Concorde, Quai 54. Je lui ai dit, tu me ramènes tous les cherches de barber, tu me ramènes les miroirs, tu me ramènes tout. Et j'ai fait un grand espace, là où les gens pouvaient se coiffer gratuitement. Je lui ai dit, ça sera ton espace de promotion. Parce que ici, tu as exactement la cible pour venir dans ton truc. Il est devenu ouf, il était tellement content. Donc il a ses coiffeurs, les gens ils étaient là, ils faisaient la queue pour se coiffer, ça faisait des contours, les gens étaient frais, quoi. Et j'ai dit à Mokobe, dis son nom au micro, tu vois. Voilà, hop, 235 Barber Street, le plus gros barbeur de Paname. Et c'est parti comme ça. Et 2 mois après, il m'appelle, il me dit, ouais, mais il me dit, franchement, mon truc après le caisse, ça a décollé chambé. Qu'est-ce que je peux faire, gros? Il dit, tu sais quoi, qu'est-ce que tu peux faire? C'est rien du tout. Je veux dire, je veux moi mon barbeur, parce que tu fais des franchises, parce qu'il avait commencé à franchiser, je vais faire le mien. Moi, je ne paye pas la franchise, c'est tout, en fait. Il m'a dit, mais ça, c'est même cadeau. Il n'y a pas de problème. Lourd. Voilà, et d'où pourquoi j'ai mon barbeur maintenant à la place de la République. Pourquoi? Parce que j'ai fait mon barbeur, et comme j'avais pas de bureau, et j'avais pas envie d'avoir des bureaux classiques, parce que je sais que j'irai jamais,
le barbeur, c'est devenu mon bureau. Un peu le bureau, voilà. Un peu le QG. Voilà, et surtout que, tu vois, mon frère David Tapé, que tu connais, lui, ça fait longtemps qu'il voulait être dans la coiffure, il coiffe bien depuis longtemps, il avait son taf. Et en fait, moi, ça m'a même permis aussi de bosser avec mes potes. C'est-à-dire, David, il est responsable du barbeur. Moi, je suis là, encore une fois, c'est mes gars, tu vois. Mais tes gars bien placés au bon endroit. Mes gars bien placés au bon endroit. David, tu coiffes bien, t'es fort. Il a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, il est là, il est au barbeur. Moi, je suis au barbeur avec lui. On a notre petit endroit central à Paris. Et c'est cool, quoi, tu vois. Et c'est super important d'avoir un point central à Paris. Exactement. Il a beaucoup mon identité, c'est clair. Contrairement des autres 235, c'est vrai que je l'ai beaucoup pimpé un peu à ma façon. Mais voilà. Et puis, je suis fier de son bout. Tu sais, quand je vois que maintenant, ça a ouvert au Maroc, au Portugal, tu vois, non, je vois son évolution, je me dis, t'as vu, c'est bien que chacun ait sa petite histoire à raconter un jour, tu vois. Et chacun fera comme il peut. Tu vois. Génial, Amadoun, merci pour tout ça. Ces 3 casquettes qui sont hyper importantes, la motivation, le transfert, l'amitié, la famille. Tu incarnes tout ce qu'on voit là, toute cette image là. Non, moi je veux dire, c'est important, Papou, ce que je veux dire là, parce que c'est ce que l'auditeur a besoin d'entendre, parce que tu sais, incarner des choses c'est une chose, mais en vrai, c'est comment tu l'incarnes. Et ce que j'explique, moi, c'est que les gens, il faut qu'ils comprennent que, en vrai, tu peux faire du business sans faire du mal forcément aux gens. Être méchant ou commencer qu'à penser qu'à ta gueule. Tu as compris ce que je veux dire? Tu peux faire du business, faire de l'argent et être heureux tranquillement, sans faire chier qui que ce soit. En vrai. Et que ça marche et que ça existe. Marche. Qu'il y a pas, c'est pas simplement, c'est un businessman. Cette connotation de businessman, ça veut dire c'est un tueur. C'est un requin. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que moi, je me considère, je suis pas comme un requin. Tu comprends ce que je veux dire? Et même les gens autour de moi, je leur dis, par contre, pour pouvoir ne pas être dans ce système de requin, il a fallu que je crée un truc dont là où j'ai peut-être pas de compétition ou alors je suis pas dépendant de quelqu'un. Je pense que c'est en tout, c'est ton comportement, c'est ta façon d'être. Peu importe ce que tu aurais géré, tu l'aurais géré avec ton état d'esprit. C'est clair. Et donc, non, je pense que... Non, mais ce que je veux dire, c'est que demain, je sais pas, moi, si j'avais un restaurant et en face de moi, il y a un autre restaurant qui fait la même chose, peut-être que je réagirais pas pareil. Je pense que si. Cherche le naturel, il revient au galop. Si dans ta nature, c'est de composer avec tes gens, d'avoir une façon de travailler, tu as un sens marketing, tu as un sens du business, tu aurais pu générer ta propre clientèle, même d'un restaurant en face, en faisant la diff. Par exemple, quand tu as tes 25 balles et tu te dis, non, on va tout injecter parce qu'il faut faire plus gros. C'est clair. Tu aurais tout injecté pour faire beaucoup plus gros. Mais je pense que le fait de voir ta compétition face à toi, ça te met aussi dans... Parce que je sais à quel point je peux être aussi de l'autre côté. Tu comprends ce que je veux dire? Que des fois, c'est-à-dire que je sais aussi que des fois que... Tu peux être dans la compétition. Dans une compétition compète. Mais c'est toujours... Là, je suis content d'être dans une compétition entre guillemets saine. Ma compétition, c'est l'Amérique et je leur dis à chaque fois, et même les Canaries maintenant, quand je vais dans leur tournoi au State, ils savent, tu vois, non. On est en compétition là-bas. Non, je les ai pliés, clairement, je le dis, tu vois, c'est pas, je me cache pas. Je les ai pliés, ce que nous on a fait, eux ils l'ont jamais fait. Ils ont passé aux States et voilà. Et l'histoire elle est comme elle est. Qu'est-ce que tu pourrais transmettre aux jeunes pour la fin? Quel message t'aimerais diffuser? Le message que je vais leur diffuser, c'est surtout donc de prendre le temps de bien réfléchir, tu vois. Le temps d'être objectif par rapport à leurs capacités. C'est-à-dire que tu as beaucoup de gens qui disent « Ah, moi, je vais faire ci, je vais faire ça. » T'as compris? En fait, ne dis pas « Je vais faire ci et je vais faire ça ». Pose-toi la vraie question. Suis-je capable? Est-ce que surtout... Parce que... Est-ce que c'est fait pour moi, en fait? Est-ce que c'est fait pour moi? Voilà. Être objectif sur soi-même. Parce qu'en fait, les gens pensent qu'être aujourd'hui un employé ou alors un exécutant, c'est quelque chose de négatif. Que on te respecte par le fait que tu es un entrepreneur. Sauf que j'explique souvent, c'est que moi, il y a des gens qui sont dans mon équipe dont je ne peux pas me passer. Ce sont des employés. S'ils ne sont pas là, je suis mort. Tu as compris ce que je veux dire? Donc, en fait, chacun, il y a des gens, ils ont besoin d'être dirigés parce qu'ils n'ont pas ce côté vision, mais par contre, ils ont un côté carré. Ils savent organiser les choses et quand ils exécutent quelque chose, c'est toujours bien fait, ce qui n'est pas mon cas.
T'as compris ce que je veux dire? Voilà. Moi, je suis un mec, voilà, je développe des idées. Après, c'est eux qui doivent m'aider à mettre l'équilibre dans tout ça. Fais attention à Madoun, parce que ça, si tu fais ça, ça va coûter tant, mais t'as pas fait calculer que de l'autre côté, ah ouais, ok, tu vois? Parce que si ça tient qu'à moi, peut-être que je pourrais tirer comme ça, sans vraiment... pourquoi? Parce que c'est mon envie du moment. Tu vois ce que je veux dire? Et que c'est à toi... C'est à toi d'être géré comme un artiste, en fait, tu vois. Les artistes, ils sont là, bah, c'est toi qui dois t'occuper de gérer leur communication. Fais attention à ce que tu dis là, ceci, cela, bref, tu vois. Parce que la musique est accompagnée aussi de tout ce que tu fais à côté, tu vois. Et tous les succès sont dus... C'est des succès d'équipe. Ouais, à l'ensemble. C'est ce que j'explique, c'est que n'importe quel sportif, grand sportif, s'il est bon, c'est qu'au bout d'un moment, il a une bonne équipe autour de lui. C'est dans tout. Voilà. Last Dance, on le voit bien. Voilà, exactement. Et quand les gens comprendront ça, que c'est pas un truc de soliste, tu vois, tu regardes les Facebook, tu as vu, je veux dire, ben, les gars, ils étaient 3, tu vois, non? Alors ouais, les gens veulent retenir ce qu'ils ont envie de retenir, mais ils étaient 3, tu vois. Il avait une belle équipe autour de lui, et c'est important de comprendre que l'entourage, les choix des personnes avec qui tu travaillais doivent être conditionnés par leur capacité de travail, et pas par rapport aux sentiments que tu as pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as des sentiments pour eux, tu essaies de les placer là où tu penses qu'ils vont être performants. Mais ne les mets pas à un endroit là où en fait, tu risques de perdre justement ces gens-là autour de toi, parce qu'en fait, tu vas voir un truc négatif en eux après, parce que c'est humain, tu vois. Tu fais confiance à quelqu'un, mais tu l'as pas bien placé, tu vois. Ouais. Et la personne fait de la merde au bout d'un moment. Parce que c'est pas son corps de métier. C'est pas parce que c'est ton ami qu'il est compétent. C'est tu vois. Et à partir de ce moment-là, je pense que voilà, c'est vraiment le conseil que je donne au max, quoi. Au max. Sur ce, on va finir. Merci à Madoun d'être venu. Il y a encore plein de choses, je sais, que tu as à dire, mais c'est déjà franchement pas mal. Il y a eu des petites exclus là dans l'heure. Je vais remercier mes sponsors, Studio Majorel, Vibe Optique, la Lazinerie et African Armure qui me permet de financer ce podcast-là. À Madoun, c'est un ami, je te souhaite beaucoup de bonnes choses, encore beaucoup d'autres. Moi, je fais partie des spectateurs du Quai 54, ainsi que je suis là. S'il a besoin de moi, je suis là. Si j'ai besoin de lui, il est là. Exactement. Et c'est ce qu'on partage en plus. Je vais t'offrir ce petit pins. Bien sûr, que je vais mettre tout de suite d'ailleurs. Qui est mon ordre de chevalier. Il n'y a pas de problème. Je vais le mettre tout de suite. Et voilà. Ciao tout le monde. À bientôt. À bientôt.